Bien le bonjour, on se retrouve pour le point de lecture de la semaine. Alors, cette semaine, j'ai lu ceci. Voilà. Grands-parents à vous de jouer de Marcel Ruffo. Alors, c'est un auteur qui exprime ses envies de petits-enfants, petites filles et petits garçons. Et du coup, dans ce texte, la majorité du temps, c'est des lettres. Donc ça se lit très bien. Il parle de l'importance du partage entre grands-parents et sa descendance. Il aime bien la Corse. Ruffo, c'est un Italien. On peut dire teinturier ou quelque chose comme ça. Il est pour les abandons, mais dans les cas où on permet aux petits de savoir qui il est, les origines biologiques. Il est nostalgique de sa propre enfance. Alors ça se lit bien, c'est une lecture rapide que j'ai faite en parallèle avec La Dame en blanc de Wilkie Collins, qui pour le coup est un espèce de... Ça me fait penser entre Flaubert, Madame Bovary, et un personnage, la mère de la Dame en blanc me fait penser à Madame Bovary, dans son ennui. Mais elle ne va pas faire des galipettes. Elle fait d'autres choses qui sont pas plus sympathiques, sans aller jusqu'à tuer ou ce genre de choses. Donc au départ, la Dame en blanc, c'est un personnage qui fait que passer, mais elle a son importance tout au long du livre. Le vrai thème, c'est le mariage, qui n'est pas un mariage heureux, d'ailleurs. Et ce que cela provoque quand une jeune fille épouse un homme qui est malsain et qu'elle ne le sait pas avant de l'épouser. Donc on retrouve Jane Austen sur le sujet du mariage par rapport au fait que le mariage soit une forme d'esclavage, de la soumission de la femme, tout ça. Mais en plus, il y a un sujet sur la partie consacrée au contrat de mariage. À quelle somme la jeune fille va pouvoir transmettre l'argent à sa sœur, au domestique, tout ça. Et si la jeune fille, elle meurt avant son mari, qu'est-ce qui revient au mari et compagnie. Du coup, après les 200 pages, il y a la dame en blanc qui refait son apparition. La dame en blanc, savoir que c'est une jeune femme qui a été internée parce qu'elle a un franc-parler qui lui plaît pas à celui qui va épouser la jeune fille, une autre jeune fille dans le récit. Une jeune fille qui ressemble étrangement à la dame en blanc. C'est très important, savoir son importance dans la suite du récit. Faut le prendre en compte. La dame en blanc, la dame en blanc a un secret qu'elle détient de sa propre mère, qui a été la fameuse Bovary complice du seigneur qui épouse la jeune fille qui ressemble. Marie qui n'est pas très sympathique avec les femmes en général. Il est assez violent. La femme, elle est pas, l'épouse, elle est pas libre. Si elle fait des choses qui ne conviennent pas à monsieur, il l'enferme dans sa chambre. Quitte à la séparer de sa sœur bien-aimée, qui aura son importance dans le récit, ainsi que deux autres hommes. Il y a un ami du mari qui va avoir son importance, avec l'épouse de celui-ci qui est la tante de la jeune mariée.
Et le professeur de dessin des deux jeunes filles qui va avoir aussi son importance. Mais le professeur, il est gentil. Un homme gentil. Non, vous avez le notaire aussi qui a son importance. Donc le marié de départ, là, il manipule la mère en blanc. La mère de la dame en blanc. Donc ouais, il y a des influences de Austin et Bovary, mais en mode thriller. Surtout la deuxième partie qui fait penser à un thriller. C'est plus rythmé. Enfin, c'est mieux que Rebecca, mais c'est plus rythmé. Mais c'est surtout la deuxième partie. La première partie, c'était un peu comme Rebecca, c'est long à entrer en matière, mais une fois qu'on est dedans, ça y va. Ça bouge. Ça bouge. Voilà, il y a mon chat qui veut nous parler. Voilà. Tu dis bonjour à la caméra, bébé. Athéna, tu dis bonjour. Les gens, ils te regardent. Non. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai lu Margaret Moore, Noces d'Opale. Alors là, on part dans une romance historique. Il y a une jeune fille qui rencontre un homme à la cour d'Aliénor d'Aquitaine en Angleterre. Et vu qu'à cette époque-là, une jeune fille innocente, tout juste bonne à marier, quand elle rencontre un homme bien formé et qui reste un peu trop longtemps avec, c'est une catastrophe. Il faut marier absolument la jeune fille. Mais les frères de la jeune fille sont... Enfin, demi-frères de la jeune fille sont assez malsains. C'est des gens très, 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 très violents. Du coup, ils vont taper le jeune homme qui a juste demandé à la jeune fille son petit nom. Ils vont le frapper assez violemment. Et du coup, la jeune fille en question, elle va appeler au secours. Et la garde va arriver, puis ça va faire du débat. Et puis la jeune fille et le jeune homme vont devoir expliquer ce qui s'est passé devant Sa Majesté le roi, qui va devoir trancher et imposer le mariage entre les deux. Un mariage entre deux personnes dont les familles se détestent cordialement. Mariage forcé, mais il y a un fort désir entre les deux qui ne sera résolu qu'à la fin du récit. Alors oui, on voit sur la couverture qu'ils vont se faire des fripouilleries, mais au départ, les fripouilleries, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils vont attendre d'être bien mariés dans la dernière partie pour faire des galipettes. Mais nous ne saurons qu'à la fin si ça promet d'être un mariage heureux ou pas. Faudra lire la suite. Faudra lire tout le livre pour savoir. Ensuite, vu que j'ai bien lu ce week-end, le Ruffo et puis Noces d'Opale, c'était des livres assez courts, entre 250 et 300 pages. Du coup, j'ai bien entamé Leçon pour un séducteur. Vous voyez, il me reste pas grand-chose, même pas 100 pages. C'est une petite romance, genre éducation sentimentale en raccourci. Influence Flaubert. Flaubert influence. Non, c'est parce que la jeune femme sur la couverture, elle doit apprendre à donner des leçons au monsieur. Hein? Yeah? Et une jeune fille, un monsieur, une jeune fille. Une femme, elle doit avoir une trentaine d'années, je pense, à peu près. Et elle doit donner des leçons au monsieur pour se trouver une épouse digne d'un jeune parlementaire. Parce que le jeune homme, il aime les femmes, mais les coquines. Et vous voyez.
Mais du coup, ça se lit bien. Et si vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de livres où il y a des petits papiers en haut. Là, j'ai rien marqué. Donc il y a des livres qui vont aller dans le prochain désherbage. Tout ce que je ne garde pas, ça va au désherbage. Ensuite, j'ai entamé celui-ci, Un siècle de Goncourt d'Olivier Bourrat. Ça, c'est bien. Vous n'avez pas tous les Goncourt avec les résumés des livres, tout ça? Les titres, ils sont à la fin. Il y a une liste avec le prix des Goncourt à la fin. Il y a Proust, qui a le Goncourt. Parle de Giono dedans aussi, pour ce que j'ai lu. Hein. Je vous dirai pas tout aujourd'hui. Vous en saurez plus la semaine prochaine, n'est-ce pas? Donc il y a ces deux-là qui sont entamés. Et il y a ce petit-là, La fabrique de poupées d'Elizabeth McNeill. Donc je suis bien en Angleterre. Hein. Parce que celui-là, je suis en Angleterre. Éducation des enfants. La vie au Royaume-Uni dans les années 1800. Ouais, 19e siècle. On est à quelle année là-dedans? 1832. Voilà. Et dans la fabrique des poupées, on est en 1850. Donc tout ça, ça sera des lectures que vous retrouverez entre autres la semaine prochaine. Parce que par contre, j'ai tellement bien lu qu'au chevet, il me reste 3 livres. Il y en a 3 entamés là. Il en reste 3 là-bas. Il se peut que d'ici le mois de février, j'ai entamé ma pile à lire du mois prochain avant le début du mois. Mais ça, vous en aurez la certitude que dans le dernier point lecture du mois. Je vous le dirai. Mais là, j'ai bien avancé. Après la fabrique des poupées, ça fait 450 pages. Donc il se peut que je vous tourne à un autre point lecture en fin de semaine. Voilà. Mais ça sera pour lundi prochain quand même. Je vous tournerai pour le coup le point lecture en avance. Parce que là, je vais avoir un peu d'avance. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.